Tout le monde. On va bosser dans la paix du Seigneur. On va bosser dans la paix du Seigneur. Quand c'est collé comme ça, sortir. Je crois qu'on va prendre le mapa. Parce que ça. C'est le voisin. Si il a pris un coup de vieux, il tenait le traiteur avant. Waouh, Michel. Je me souviens à une époque, quand il était encore jeune, enfin, il n'était pas si vieux. Bienvenue sur la route avec Bertrand. On va travailler. Hein. Je vous ai dit aujourd'hui que je devais travailler à 4 heures. C'est quoi ça? C'est dans le droit de faire ça. Le travail, c'est intelligent. Il devait garer dans une rue et prendre les colis de toute la rue, aller déposer. Le dôme. Comment allez-vous, mes gens? Comment a été... je suis tombé sur un live de la Quinto en train de décrypter, mais on est en train de dire qu'un articule pas. L'ancien a fait beaucoup de progrès en français, hein, et elle travaille. Hein, vous lui reprochez quoi même? Bon, quand elle dit, je l'ai dit que c'est pour me moquer un peu, mais elle se débrouille. Hein. Elle se débrouille. Elle fait de son mieux. Et elle fait même d'ailleurs elle fait même des progrès. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'a pas... Il est 14h46 et on devrait être au boulot à 4h au plus tard, 16h. Bref, bon, parfois travailler à 16h, c'est... Parfois ça change. Vous avez l'impression de vous amuser, c'est vrai, parce que j'ai passé la journée, j'ai bien dormi, je me suis réveillé et c'est comme si je vais faire la balade. Et à 16h, il n'y a pas de production. Donc je arrive à la fin. Bon, la production a commencé à 2h parce que la production casse. Donc c'est normal qu'on me ménage de temps en temps comme ça. Vous voyez. Et parce que hier, on a fait des tonnes. J'ai fait des tonnes de bûchettes hier. Des tonnes et des tonnes. Donc, aujourd'hui, je vais me reposer un peu. Voilà. Le Mapanin mieux. Ouais. Là, j'ai perdu quoi? J'ai perdu 3 minutes pour contourner. Mais si je devrais passer par le haut, là, le carrefour, le palais de justice, c'est que je serai encore là-bas. Hein. Parce que c'est un point névralgique.
Là, je contourne, je prends ma panne. Et du coup, je sors, je passe au-dessus du tunnel. Et là, c'est moins encombré. Voilà. Comme ça, je vois l'embouteillage d'ici. Vous voyez. Le seul moment de la journée où c'est pas blindé, c'est très tôt le matin. Le Japap dit quoi? Il dit le nouveau téléphone iPhone 6, c'est le Hachimamelu. C'est... Eh Seigneur, ça sert à quoi même tous ces gadgets là? Et je me rappelle quand ces iPhones là sont sortis, c'était comme l'or. Hey. Maintenant c'est des conneries. 9 euros, tu prends ta part, tu payes sans t'en rendre compte. Ça par exemple, 9 euros. Non, je crois que c'est à 99 euros. Hein. Mais sauf que c'était il y a une semaine. C'est déjà passé à 9 euros. Ok. C'est bien. Pas de panique. Il a coupé la circulation, il a garé sa voiture. Quand vous êtes débutant, c'est un peu... C'est pas... Le Japap dit que quoi? Apparemment, c'est calme sur Facebook, là. Et je crois que là, vous êtes même devenu fou. Parce que j'ai entendu Bisous sur la tomate et Tolé Miondo en train de se chamailler. Koro du Camer, un blogueur confirmé. Mais entre-temps, tu oublies que c'est Bisous sur la tomate qui a la visibilité et que du Camer, lui, il racle les murs. Il va racler et après il va aller l'insulter, revenir. Eh Seigneur, le même schéma. Mais bref, quand on s'ennuie, c'est comme ça. Hein. Alors, le feu s'est réfugié à nouveau, putain. Kev du Camer, tu es un blogueur confirmé. Qu'est-ce que tu fais avec Bisous sur la tomate? Hein? Le petit demande à Dolé Miondo, est-ce que vous avez mon audience? Ouais, mais n'oubliez pas que c'est TikTok. Hein. Et puis, quand vous avez le temps de faire des lives, on vous suit. Comment? Pensez que c'est quoi? C'est sur Facebook qu'il faut prouver qu'on fait ses preuves. Bon, et c'est même vrai que si Bijou sur la tomate vient sur Facebook, il aura un peu la visibilité parce que bon, les abeilles, puisqu'ils portent déjà la casquette d'abeille. Bon, c'est trop facile ça. Ça c'est déjà vu. Mais c'est venu comme ça. Parler pour interpeller, c'est pas donné. Ah, 14h52, nous sommes à l'heure. Bref, il faut qu'on sorte d'ici au plus tard à 15h.
fait pourtant rouge devant, vert. Ah, dommage. Ça roule bien en tout cas. Ça roule bien, bien, bien. Désolé, hein, je suis pas trop loquace parce que je suis encore en ville. Je dois me concentrer pour conduire. Et voilà, on va discuter. Hein. Moi, je n'ai pas de... il faut se réadapter. Je ne sais pas si je vais configurer le Bluetooth de mon iPhone 16. Comme ça, je n'aurai pas besoin du câble. Oui, parce que, bon, ma station embarquée est déjà configurée avec notre Bluetooth. Je sais pas, c'est calé sur un Bluetooth. Il faut d'abord désactiver ça avant de... Il est 54. Les horaires... Mais à 4 heures, ça va. Parce que franchement, entre 4 heures et minuit, il n'y a rien de bon. Hein. Il n'y a rien de bon. Là, je vais vivre au rythme des Américains. Bon, je vis au rythme de Claire Bitoa. Bonjour Claire Bitoa. Qui, voilà, qui me regarde depuis New York. Hein. Enfin, si elle est debout, hein, New York, où il est justement 6h54, Claire. Donc, Claire, tu vas travailler comme moi. Donc, on va garder... oups. Je veux dire, on va garder le... On va être éveillés en même temps ensemble. Comme ça, on va papoter. Tu vas me parler des penthouse du Queens. Hein? Ouais, parce que là, quand je vais rentrer de chez moi, quand je vais rentrer, la maison, il va être presque 1h du matin. 1h du mat, soit 17, 18 heures. Là-bas. Voilà, donc en fait, j'ai encore un autre jour à 4 heures. Hein, après-demain. Demain, je suis de repos. Et puis, jeudi, 2 heures. Et puis, vendredi, 4 heures. Et après le boulot, je file à Paris après le boulot. Hein. Donc, je prends l'autoroute direction Paris. Voilà, Waris, j'arrive. Hein. Il faut que je vienne aussi voir le studio là. Hein? Le studio de la gloire. Il faut que je vienne aussi voir ce studio-là, Waris. Et faire aussi un live là-bas hein, avec Waris, avant que ça le cuise demain. Waouh, les réseaux. Avant que ça le cuise demain. Mais en tout cas, j'arrive. Je ne serai pas loin de chez toi. Allez, avance. Ah ouais. Bref, regardez comment la peau noire est nyanga au soleil. Oh, cocolo. Bon, bon l'avantage, c'est qu'on aura où garer la voiture rapidement.
Alors, ça roule bien. Le marché est fini, le marché du Nord, enfin de l'Ouest. Le marché hebdomadaire. Non, pas hebdomadaire, le marché dominical, hein, je crois. Amazon, c'est le pied, quoi. Amazon, vous commandez quelque chose maintenant et demain, vous recevez le colis à la maison. Putain. On n'a même plus vraiment besoin de... On n'a même plus besoin de faire quoi que ce soit avec Amazon. Oh, allez, c'est le jour même, le lendemain. Bon, pour autant que le vendeur soit souscrit à le fameux programme Amazon Prime. Bon, ça veut dire que Amazon a déjà les produits disponibles dans leur stock. D'ailleurs, les Américains sont en train d'ouvrir un grand centre de Amazon ici à Bruxelles, en Belgique. Ça va être un hangar grand comme toute une ville, où les producteurs belges vont stocker, où les producteurs belges stockeront d'avance leurs produits. Et voilà. Et comme ça, quand vous allez commander, Amazon viendra vous livrer immédiatement le lendemain. Mais sinon, quand vous faites des commandes, quand la personne n'a pas souscrit le programme, quand la personne n'est pas souscrite à ce programme-là, vous attendez beaucoup de temps, hein, 4 semaines parfois. Donc, en ce moment, la personne colle c'est juste de la plateforme de Amazon pour vendre. Mais ce n'est pas Amazon qui s'occupe de l'acheminement du colis. Mais quand la personne souscrit, quand la personne s'inscrit dans le programme Amazon Prime, ça voudrait dire que la personne envoie d'abord ses marchandises chez Amazon. Et du coup, Amazon traite la commande une fois que ça tombe. Donc, c'est très pratique. Bon, c'est vrai que le prix, regarde le vieux là, il coupe le feu. Hein. Il ne se gêne pas. Regarde son chapeau. Mais sauf qu'Amazon vend au prix qu'il veut. Donc, Amazon négocie. Mais franchement, c'est vraiment c'est un génie, hein, Amazon. Franchement, et on est là avec les Bamileke, sont commerçants, on gâte nos noms. Alors que les vrais commerçants sont là. Les vrais commerçants sont là. Ah là là. En tout cas, ça va être un coup de pouce pour tous ces producteurs belges. Amazon, tu commandes quelque chose là. Et enfin, je vous ai dit, j'ai commandé mon air fryer. Oui, parce que j'étais trop fatigué de air fryer. Mais je suis sûr que ça me plaît pas. Oui, parce que bon, si tu as un four, c'est bon quoi. Le air fryer là, cette connerie là, moi personnellement, ça me plaît pas. Mais sauf que mais ça a baissé, hein. J'ai acheté mon air fryer à 30 euros, hein. J'ai acheté mon air fryer à 30 euros. Donc vraiment le prix bas quoi. Pourtant au début il fallait voir, c'était même à un moment donné, parfois c'était même à 100, à un moment c'était même à 140 euros. Hein. Il suffit d'attendre. Tout comme les lunettes connectées. Donc vous pouvez comparer les prix. Moi j'ai acheté mes lunettes connectées. J'ai acheté 2 fois ces lunettes connectées là, je crois. J'ai acheté 2. Une pour Pispis aussi, je crois. Hein, que Madame Luce. Hein.
Peace, peace. Dès que tu as envie de... Donc, tu m'insultes facilement comme ça. Quand il va te déposer totalement, tu ne vas plus... Mais comment on dépose le jar là? Mais j'en dites-moi comment on fait pour déposer. Tu as failli gâter la relation de Lolo et Flore. Voilà. Et quand il dit tu as failli, tu as vraiment failli. Heureusement que les abeilles et les manions ont même honte. Chacun reste dans son coin, par honte. Parce que si ça cuisait là, ça devait être la honte pour les deux teams. Voilà. Ça devait être la honte pour les deux teams. Voilà. Voilà le travail de l'autre là. Elle coupe la rue, elle met le feu. Non, je veux dire, quand les parents viennent chercher leur enfant, elles sont chargées de bloquer la circulation pour laisser passer. Apparemment, c'est le travail de Dre, non? J'ai entendu ça dans les clashs, que c'était son travail au Canada. Ah là là. La circulation est vraiment fluide. Remarque, ce n'est pas l'heure des tensions. Mais celui-ci fait quoi comme ça? Eh Seigneur, l'incassassia. Et puis la température est clémente en plus, hein, 10 degrés. Hein. Il fait pas très froid, il fait pas froid du tout. Bon, remarque, j'ai pu encore goûter un froid très mordant. C'est quand vous prenez le bus, quand vous marchez, que vous goûtez à la morsure du froid. Bon, mais j'ai goûté à un froid mordant à une époque en Hollande. Merde. Mais je ne peux plus avoir froid dans ma vie. Plus qu'à cette époque-là. Et puis même, avant d'arriver en Hollande, je pensais avoir vécu un froid mordant dans le nord du Maroc. Quand je repense à cette époque-là, on était dans la végétation. Parce qu'on essayait de rentrer en Espagne. Il faisait un froid, il y avait plus sur nous. Et je me souviens, j'étais avec une meuf là, à l'époque, Emilienne, une fille Bassa. On a eu tellement froid. Et puis un bonhomme, Gideon, le nom m'échappe, hein, Gideon, un truc comme ça, le prénom. Bref, nous étions 4. Et on a eu tellement froid au point, on a même pensé qu'on allait mourir. On s'est tenu les mains comme ça, on s'est collé, on s'est blotti pour mourir, quoi. Tellement on avait froid, mais on n'est pas mort. Et le jour finit toujours par se lever. L'expression que le jour finit par se lever, hein, c'est une très bonne expression. Oui, parce que quand le jour finit par se lever, ça vient avec son cortège de soleil et de douceur. Allez. Et progressivement, on a repris goût. On a survécu à cette étape-là. Donc, mais le froid que j'ai décrit peut-être tantôt, là, le froid dont je parlais tantôt, c'était un froid jamais vécu. Donc, en fait, bref. Dans 10 degrés, ça va. Et on était déjà 7. Il est déjà 15h07. Waouh. Bon, les aventures de Bertrand Chic-Saumon au Maroc. Aïe. Aïe, 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 aïe. Non, quand je repense à ça, je me dis, Seigneur, c'est Dieu qui décide qui vit
ou pas. Même si vous prenez des risques, c'est Dieu au finish qui décide qui va rester ou qui ne reste. Parce que quand on voit... Oui, en fait, moi, j'étais choqué. Hein. J'étais traumatisé. Je vais vous dire qu'en fait, même si je suis parti au Maroc, c'est parce que les autres le faisaient. Moi, je faisais ma pâtisserie calmement à Orange. Ça ne m'intéressait pas, quoi. Moi, j'étais là pour vivre. Et je savais que je pouvais aller en France si je voulais, en demandant un visa. Puisque il suffisait d'être à jour. Hein. Puisque je travaillais, j'étais adopté par une famille algérienne. D'ailleurs, la mère de Malik, je m'en souviens toujours, elle avait un côté un peu French, là. Parce que c'est les anciennes, les vieilles algériennes ont ce côté un peu French. Donc, pour moi, l'Europe, c'était pas... Donc, plus que même la famille qui m'avait adopté partait en Europe. Donc, pour moi, l'Europe n'était pas... Je vivais là-bas, tout simplement. Mais, sauf que je voyais passer chaque semaine des aventuriers qui faisaient halte. Donc, du coup, mon nom était dans le guide. Quand vous partez en aventure, on vous dit que oui, il y a un Camerounais qui tient une boulangerie à Oran, patati patata. Et c'est comme ça que j'étais envahi. Voilà, ce manège a duré pratiquement plus de 3 mois. J'étais envahi par ces aventuriers-là. Sauf que ces aventuriers, quand ils venaient comme ça, ils partaient 2 semaines après. Ah oui, je suis en Espagne. J'ai dit, ok, bonne chance. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et cette année-là, pendant l'été, j'ai dit à ma famille adoptive que je partais un peu dans le sud. Bref, si vous voulez, je les avais menti que j'étais malien. Donc j'ai dit oui, je pars un peu à Gao. Pas trop loin, quoi. La première région du Mali. Pour ne pas dire que je vais dans le sud. Bon. Mais en fait, je vais un peu à Gao, là. C'était que je partais en aventure. Pour imiter les autres. Et c'est pourquoi, depuis lors, les choses des gens, je ne copie pas. Donc, quand quelque chose n'est pas... Quand je ne porte pas quelque chose à cœur, je ne le fais pas. Et parce que c'est en voulant imiter les autres que je me lance dans l'aventure. On met la clé sur le magasin. Je dis, je vais à Bamako, pas à Bamako, à Gao. 2-3 semaines. Et direction Marnia. Bref. Et quand au bout de 2 semaines ou 3 semaines, hein, parce que il faut penser, il faut croire que mon voyage a duré pratiquement 2 semaines entre Oran où j'habitais et le nord du Maroc. Bon, arrivé au nord, se faire expulser vers le sud, le temps de rentrer. Et quand je suis revenu à Oran, j'étais choqué par le voyage. Il fallait se reconstruire et puis je ne pouvais plus retravailler. J'étais trop atteint psychologiquement. Et c'est comme ça que je m'installe dans le magasin. Le magasin qui me servait la boutique qui nous servait d'atelier, des sociétés, puisqu'on avait notre pâtisserie là-bas. Donc quand je rentre de l'aventure, je transforme la salle de vente en chambre. Je dors là. Et l'atelier, autrefois, où je faisais la pâtisserie, ça devient la cuisine. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à débarquer encore. Voilà. Jusqu'à ce qu'on nous rafle tous. Voilà. Donc, en fait, c'est la gendarmerie qui a tué ça. Oui, parce qu'en fait, à Oran, quand je rentre du Maroc, choqué, et j'ai dit plus jamais. J'ai dit que de toute façon, si c'est ça, ben, je ne pars pas. Donc, je voulais un peu entendre parler. Hein. Donc, quand on me parlait de la route du Maroc, je disais, hey, je voulais même plus en entendre parler parce que j'avais eu ma dose aussi avec l'Inkassa. Les Algériens sont les enfants de cœur. Hein, quand on compare les Algériens aux autres. D'ailleurs, quand ils vous chassent, ils vous disent, allez là-bas. Là-bas, ils donnent tout gratuit. Ils vont vous donner le pain et du lait gratos. Parce qu'au Maroc, la nourriture est rare. Dans le défilé,
a duré. Et c'était tout le monde, allez, c'était place Tubi. C'est comme ça que tous les fêtards de l'époque là défilaient, passaient par là. J'ai eu des fêtages que je veux préférer le nom, qui sont passés par là. À la dernière minute, il fallait vanish pour entrer en Europe. D'ailleurs, c'est celui-là qui m'a donné envie de partir aussi. Mais sauf que lui, il avait bien préparé sa traversée. En voulant faire comme lui, sauf que bon, je n'étais pas bien préparé. Lui, il avait frappé, hein. Donc il avait la thune. Dans le balai là, m'a coûté ma liberté. Oui, parce que quand je rentre du Maroc, je m'installe à Oran à nouveau. Et je berge les fêtards. Les fêtards, à leur tour téléphone, ils entrent, ils sortent. Puisqu'on ne travaillait pas, le niveau de vie que j'avais, putain, les voisins ont vu que du feu. Ils ont dit que c'est pas le Camerounais là qui travaillait ici avec Malik, acharné. Les voilà maintenant, ils ne travaillent pas, mais il va chez le boucher tout le temps. Il rentre, des boîtes de pâtisserie rentrent. Et ce qui nous a vraiment tué, c'est la facture du téléphone. Parce que les Feman appelaient le monde entier. Le problème n'était pas là. C'était que, ah non, t'inquiète pas, on va payer. T'inquiète pas, monsieur Kamga classe, on va payer. Ok. Effectivement, ils ont donné l'argent du téléphone. Quand je vais payer le téléphone, alors là, je scelle moi-même ma mort. Je scelle je me crée les problèmes. De toute façon, c'était visible. Quand je paye la facture téléphone, cette ligne n'avait jamais payé une facture aussi élevée. On commence à faire des enquêtes sur Malik, le partenaire en affaires. Et dès lors, la gendarmerie campe devant le magasin. Et ils nous ont plus lâchés. Nuit et jour, c'était avec moi. Ils me suivaient en boîte de nuit et on flambait à cette époque-là. Parce que moi, j'étais le Tinda. J'avoue, moi, j'étais le Tinda des fêtards. J'accepte. J'étais le Tinda parce que j'avais la maison, j'avais les moyens et je savais aussi choquer. À une époque, hein. Donc la gendarmerie ne m'a plus lâché. Donc la gendarmerie nous a filé pendant 6 semaines. Avant de nous cueillir comme ça, comme Seigneur, la honte de ça. Quand je repense à ça, j'ai dit, waouh, l'humiliation, l'incassa. Mais le pauvre n'a pas le choix. Parce qu'en fait, le pauvre, c'est quand on trouve un mougou. Mais comme on est filé, depuis cette histoire de facture téléphone exorbitante que j'avais payée, voilà maintenant, le mougou, dès qu'on finit de le exer, la gendarmerie le rattrape. Est-ce que vous savez que ce sont des bandits? Ils expliquent. Donc ils gâtent. Et ils disent au mougou, tu vas faire comme si de rien n'était bien. De toute façon, on l'a menacé. Donc ça veut dire que pendant 3 à 4 jours, le mougou nous a rythmé. Donc la gendarmerie a bien préparé notre arrestation. Et je n'oublierai jamais ce jour-là, au fond de mer, à Oran. Il était question qu'on se retrouve à 10 h pour prendre l'argent, aller manger du calamar et aller carboner. D'accord? On sape. Mais il nous regardait un genre là. J'avais dit à Jean-Claude, il y a quelque chose de louche. Son regard là. Et quand il disparaît à la cuisine pour ramener les calamars, il dure un peu. Et après, dès qu'on entend la gendarmerie. Et entre-temps, la gendarmerie avait déjà fait un tour au magasin, à la rue Bérenger. Hein. Pour ceux qui m'ont connu, hein, ça doit vous dire quelque chose. Pour ceux qui m'ont connu à 2 rue Bérenger, à Oran. Entre-temps, ils avaient raflé tout le monde à la maison. Donc, voilà, le live a été un peu bousculé là. Donc, ils avaient raflé tout le monde. Donc, quand j'arrive à la gendarmerie, je trouve toute la maison
une partie, hein, parce qu'il faut rappeler que ce matin-là, la veille, nous étions nombreux. La veille, il y avait au moins 15 personnes. Et je me souviens d'une femme qu'on appelait Awa. Qu'est-ce qu'elle est même devenue, cette Awa? Elle était enceinte. Elle avait quitté la maison. Elle avait quitté le magasin ce matin-là. Avec certaines aventurières dont on ne les avait pas raflées. Mais celles qui pensaient partir demain ou après-demain, on les a tous ou toutes raflées. Nous voilà la gendarmerie, Jean-Claude et moi, le Mougou, et on va maintenant arrêter Malik. Hi. On arrête sa mère. Et sa mère dit, regarde dans quel état tu nous as mis, Bertrand. Et c'est vrai qu'on avait aussi un Tchouka, Oranais à l'époque, là, un jeune naïf comme ça. On a aussi arrêté le bonhomme là. Et du coup, sa mère est venue en cellule pleurer devant nous. Hein? Regardez ce que vous avez fait, parce que quand on faisait les exés, quand on a exé le petit a pensé qu'il devait devenir riche. Et il a raconté à sa mère. Et sa mère nous dit, regarde, voilà ce que vous avez fait de mon fils. Hein? Mon fils pensait devenir riche avec vous. Donc c'est ça la richesse, la prison. Parce qu'on a fait la prison ensemble. Hein. Lui, il était au Ngata aussi. Le temps qu'on a passé au Ngata, à Oran, lui, il était avec nous. Et bon, je vais un peu aller plus loin, aller rapidement. En fait, quand on nous arrête au commissariat, il y a 8 personnes. Bref, c'est les Camerounais qui dormaient là parce que pour partir, avant de suivre leur chemin, avant de continuer leur voyage. Mais donc on les a auditionnés, on auditionne. Et au final, le soir, on a donc libéré tout le monde. Et moi, on m'a déféré, ainsi que Jean-Paul, on l'a déféré. Voilà. Et les journaux, à l'époque, disaient oui, qu'on a arrêté un jeune homme de 24 ans, 23 ans, et un autre de 29 ans, 30 ans, parlant de Jean-Claude, avec une somme. Et ils ont, en fait, la presse a même travaillé pour nous à cette époque-là, parce que quand on arrive en prison, les journaux en parlaient déjà, et du coup, on est bien accueillis. Et c'est comme ça qu'on a encore frappé. Ah Seigneur, mon partenaire là, franchement, Jean-Claude. Ça veut dire que pendant qu'on était en prison, puisqu'on savait que c'était des conneries, qu'on devrait, on a, bon, allez, parce que ce qu'ils disaient, qu'on a le mercure, toutes ces conneries là, bon, on savait que c'était rien. Et je vous assure que même ce qu'ils ont trouvé chez moi, c'était pas à moi, hein. C'était ni à mon partenaire, ni à moi. En fait, c'était aux différents Feynman qui sont passés par là autrefois. Donc, quand, par exemple, il est question d'attendre le résultat du laboratoire, je sais déjà que c'est rien. Je sais déjà que c'est le coca, le Dulian. Bref. Et effectivement, quand on arrive en prison, on est resté quoi, 7, 8 mois, oui. Donc 8 mois, c'est le temps que ça a pris pour qu'on ait des examens, pour qu'on puisse faire le temps des analyses. Donc 8 mois, c'est ce temps-là. Et après, on nous a libérés. Hein. Bref, on nous a libérés et on nous a expulsés dans le désert. Ah ouais, dans le désert. Après Tamaracet. Mais sauf que j'ai mon appartement à Oran, j'aime mes biens, j'aime mes choses, pas les biens, j'ai mon petit... Bon, c'est vrai qu'après ça, Malik, est-ce que Malik a même encore voulu me revoir? Je ne sais pas si je l'ai revu, si on s'est revu ou bien la mère. Oui, parce que quand je reviens, quand on remonte là, en ce qui me concerne, quand je remonte après le déroulement, j'ai maintenant le sang à l'œil. Oui, parce qu'on m'avait condamné. J'ai fait le ngata parce qu'on disait que j'ai fait le fait. Pourquoi je n'avais moi rien fait. Moi, je n'étais pas fêtard. Moi, je faisais moi rien. J'étais juste au mauvais moment, au mauvais endroit. D'accord? Et j'étais le Tchinda des fêtards, certes. Mais quand elle m'a arrêté et dit que j'ai fait le fait, donc quand je reviens maintenant, je dis que voilà, maintenant on va faire le fait là. Donc on récupère one by one, tous nos amis de la prison là. On les frappe un par un, on les frappe bien. Mais sauf qu'une fois, on est en plein ville comme ça, on est en plein centre-ville, on tombe sur justement l'un des policiers qui nous avait arrêtés. J'ai dit, j'ai failli pisser sur moi. Et effectivement, j'ai payé, on a déjà fait la prison, mais on avait été expulsés.
Donc il pouvait toujours encore nous arrêter puisqu'il nous a revus peut-être 3 mois après. Mais bref, il n'a pas compliqué, il nous a laissé, on a causé et puis on est passé à autre chose. Donc on a donc sonné nos amis de prison là, one by one. Oui, parce que bon, on n'avait plus besoin même de trop parler en prison, puisque la presse avait confirmé, le El Watan avait confirmé. C'est le El Watan qui parlait pour nous, c'est pas nous. Il dit l'incassation bête, c'est même plus bon. Et vous savez qu'à l'époque même de la résidence, hein, à l'époque de la résidence, où le président, le Camerounais, Amoté était déjà président là-bas, à l'époque de la présidence, les Camerounais faisaient croire au Nkassa qu'à l'intérieur, on change l'argent, qu'il y a un bureau de change, que l'ambassadeur habite là-bas. Mais on ne pouvait pas douter, puisque c'est cossu, hein. Parce qu'on nous respectait là-bas. Hein. Ouais, putain, vous parlez à qui même? On était des Camerounais reconnus. Parce qu'on habitait, on était comme des diplomates. Parce qu'on côtoyait l'ambassadeur d'Amérique, l'ambassadeur du Portugal, l'ambassadeur de merde. Avec le recul, je me dis, mais waouh, El Biya, c'était quand même... Et d'ailleurs, j'ai croisé la famille de Malik à El Biya. Parce que quand j'arrive à El Biya, à la résidence des Camerounais, il y a cette boulangerie, elle est située juste à côté. Et c'est comme ça que je vais être choqué et on m'embauche. Et l'idée d'aller ouvrir à Oran, elle a germé comme ça, voilà. Donc, tu vois, le Camerounais, lui, prend, par exemple, l'équivalence de 10 000 euros au Nkassa, en monnaie locale. Il rentre, il se déguise en femme. Il passe devant toi, il part. Il prend son taxi, il continue son voyage. Toi, le Nkassa, tu vas rester là jusqu'en... Le soir, quand tu commences à frapper, Amot, il vient, il dit qu'on te jette dehors. Hein. Amot vient avec sa garde et puis il te jette dehors. Et vous n'allez rien faire. Et que la résidence là. Merde. Donc quand je reviens maintenant du sud, allez, une fois qu'on est remonté bien sûr, je dis ok, le fait là on va faire ça aussi. C'est comme ça que je fais mes premiers exés. Je dis que j'ai fait la prison pour rien, ok. Je vais maintenant exé. Mais à Oran, puisqu'on avait frappé nos anciens collègues de prison, nos anciens geôliers, il fallait donc... Mais mon plus beau fait, c'est un fait que ma fiancée de l'époque, oh Linda, alors la fille Bassal était dynamique. Mais qu'est-ce qu'elle devient même cette Linda là? On a vécu une histoire passionnée, putain. Tout Alger était au courant de cette histoire. Ah putain, qu'est-ce qu'elle est même devenue? Ça, mon fait, ce qui m'a permis de dégager, c'est elle qui me l'a donné. Mais c'est aussi parce que j'avais investi sur elle. Ça avait mon argent qu'elle bluffait. Parce que bon, quand tu donnes par exemple l'équivalence de 4 000 euros à une femme, puisqu'il n'y a pas de banque, quand elle montre. Et c'est en faisant ça qu'elle a tchouqué un mougou. Voilà, ben bref, je ne vais pas raconter ça, mais j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que quand je reviens à Oran, on frappe tous les anciens là, les prisons. Et on débarque à Alger. Mais sauf que Alger, c'est plus comme avant. Alger, la résidence des Camerounais étant fermée, ne peut vivre à Alger que qui peut. Qui a les pieds sous terre. Voilà. Puisqu'on avait un peu frappé, on avait un peu de thunes. C'est comme ça qu'on atterrit à Didouche Mourat. Donc, mon départ en bain. Tout est parti de Didouche Mourat. Parce que c'est à Didouche Mourat que j'ai eu le document qui m'a permis de dégager. Après un fait à 400 km de... Ben, à 400 km d'Alger, Stif, je crois. C'était à Stif. Merde. Et la vaniche de ça. Hey, Seigneur, quand je repense à ça, je dis, mon Dieu, si le type m'a attrapé, il me tuait le jour-là. Si Oueri m'attrapait, il me zigouait.
Mais sauf que j'avais bien préparé. Quand j'arrive à Alger, je décale. Donc quand j'arrive à Alger, je pars le même jour. Donc j'ai frappé le bonhomme la veille, comme aujourd'hui, comme oui, la veille. Et le lendemain, j'étais dans le bateau, passager pour Marseille. Oui, parce que bon, Auguste avait déjà son visa pour passer. En fait, je vous explique, à mon époque, là, c'était facile de... En 99, c'était facile de voyager. Vous voyez, parce que moi, par exemple, je suis rentré en 99 à Marseille, tout simplement. En utilisant le passeport d'un copain étudiant à Alger. Bon, sauf que qu'est-ce qu'il fait devant moi, ce bonhomme? Bon, je vais quitter cette ligne parce que je n'en peux plus. Hein. C'est un vendeur de glace, c'est quoi? Bof, on est à l'heure. On va pas se prendre la tête. Mais c'était facile à l'époque, putain. Oh merde. Quand je pense comment j'avais vanish, comme dans des films. La vaniche était de taille. Voilà, mais sauf que le Mougou me cherchait activement. Et quand j'envoie quelqu'un faire la décharge, il dit que Bertrand m'a escroqué. Il n'a même pas dit que Bertrand, il a dit directement que Bertrand m'a escroqué. Non, Aziz, ok, est-ce qu'on donnait le nom? Aziz m'a escroqué. C'est le papa là qui perd le temps aux gens. Oui, parce qu'à l'époque, quand on rentrait en Europe, c'était rien. Mais je suis le seul qui a réussi cet espoir, hein, mine de rien. Parce que, avant moi, personne n'avait osé prendre ce risque-là. Beaucoup de fêtards frappaient, mais ils descendaient vers le sud. Et on les arrêtait. Parce que si moi, je fuais vers le sud, on devait m'arrêter. Ah oui, on devait m'arrêter. Avec le signalement que Weri devait faire sur moi, on devrait m'arrêter. Parce que on a arrêté tous les fêtards qui ont sonné dans le nord. Donc la bonne solution, c'est de fuir vers le Maroc. Puisqu'il n'y a pas de frontière. Mais beaucoup commettent l'erreur de fuir vers le sud, vers le Mali. Sauf que c'est enclavé. Entre Insala et Gardaya, il y a quoi, 3000 km. Un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est 3000 ou 1000 km. Hein. Bon, oui, peut-être c'est 3000 km. Et c'est le plein désert. Donc, c'est facile de vous attraper puisqu'il n'y a pas 1000 sorties. Il y a une seule sortie. Mais sauf que moi, j'ai vers Marseille. Donc, j'avais programmé. En fait, le bonhomme qui devait me donner le document, lui, il avait reçu un visa comme les étudiants recevaient. Parce que les étudiants camerounais, africains à Alger passent des vacances d'été en France. Hein, donc, c'est pas étrange. Non, ils ont l'habitude d'aller. Et les policiers ou les policiers de l'immigration algérienne ont l'habitude aussi de voir ces Africains là, prendre l'avion ou monter dans un bateau pour aller de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, ce bonhomme, lui, il avait un visa multiple entrée. Bref, le visa en soi, c'était un visa de... C'était un visa de 2 mois, je crois. Le temps des vacances. Mais multiples entrées. Donc, Auguste, il est parti tout début été. Il rentre. Voilà. Et il revient à Alger. Et en ce moment, il me donne le document. Et je repars à mon tour. Voilà. Donc, ça n'a pas éveillé de soupçons. Ah oui. Là, à l'époque, on voyait que du feu. Mais c'est fini tout ça maintenant. Hein. On peut plus se faire. Et c'est quand je repense à comment on check maintenant. Maintenant, c'est avec les yeux qu'on voit. On y regarde la caméra. Et si ça ne correspond pas avec ce qui est dans le passeport, ça veut dire que ce n'est pas toi. Donc, quand je quitte Sétif, j'arrive à Alger, le matin même, j'étais en route pour le port d'Alger. Bah, où on ne pouvait pas me chercher, parce qu'on pouvait me chercher partout dans l'Algérie, mais pas
au port ou encore pas à l'aéroport, puisqu'on sait que bah, généralement, c'est pas le... On prend que les back-back. Donc finalement, j'arrive au port et l'avion, le bateau devait partir à midi. Je ne peux pas oublier. Hein. Bon, le deal de l'époque, je devrais prendre avec moi quelqu'un qui devrait ramener le document de Auguste. Donc c'était la condition pour qu'il donne son document. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour qu'il me donne son document, il aurait fallu que je prenne avec moi quelqu'un qui a déjà aussi le visa pour l'Hexagone, pour que la personne puisse m'accompagner à Marseille et rentrer par la suite avec le document. Voilà. Et il fallait, donc la personne était fin trouvée. Hein, bon, c'était un bonhomme qui travaillait. C'était un bonhomme qui travaillait à l'ambassade du Congo à El Biya, à Alger. Donc lui, il a ses entrées en Europe, quoi. Donc lui, il m'a accompagné. Donc on a pris le bateau ensemble. Voilà. Et jusqu'à là, je n'étais pas bien. Parce que non seulement je voyageais avec le document de quelqu'un. Et en tant que en bon fêtage, j'étais détendu. J'avais fait mes achats, j'étais bien habillé. Je portais un bob. À l'époque, là, les bobs étaient à la mode. Et plus maintenant, hein, parce que les bobs kaki, les blousons Telapidus. À cette époque-là, on parlait beaucoup du Telapidus. Donc j'avais mon blouson Telapidus, mes parfums. Donc dans le bateau, j'étais détendu. Mais quand je rentre dans le bateau, vous savez, quand vous rentrez dans le bateau, mais déjà pour embarquer, bon, quand c'est fut mon tour, j'ai dit voilà, c'est gâté haut. Mais sauf que la policière ne m'a même pas regardé. Elle n'a même pas compris que c'était pas moi sur la photo. Elle s'était focalisée plutôt sur le visa Schengen. Voilà, donc il fallait qu'elle se déplace pour aller dans le bureau vérifier. C'est ce qu'elle a fait. Donc elle est partie vérifier. Elle est venue me remettre le passeport d'Auguste. Et j'ai continué l'embarquement. Et maintenant, dans le bateau maintenant, même scénario. Parce que quand vous arrivez dans le bateau, la première destination, c'est la police française. Donc quand vous arrivez dans le bateau, c'est d'ailleurs même la police française qui vous remet vos codes d'accès, le code d'accès à vos compartiments, à votre compartiment, enfin, c'est-à-dire à la cabine que vous avez réservée. Et voilà, j'ai franchi le pas du paquebot, un paquebot géant. Hein. Et sinon, on était au moins 400 dedans, plus même. Donc j'arrive, je rentre, quand je franchis le seuil, je me présente à la police française, je donne le passeport. La police française, oui, a fait comme la police algérienne. Hein. Elle a regardé sur le visa et elle m'a remis mon document. Et dedans, il y avait mes codes d'accès. Les codes d'accès à mon compartiment. Et bon, les codes, et puis un code qui devait me servir, par exemple, si je mange au bar, des trucs comme ça, etc. Mais jusqu'à là, c'était pas gagné. Hein. Et je savais à tout moment que si ça foire à Marseille, ça va être un long voyage encore. Ça veut dire que je vais me retrouver à Tamaracet. Non, pas à Alger. Hein. Tamaracet. Vous voyez, il n'y avait personne devant. Quand il m'a perdu le temps pendant tout ce temps, je roule à 30 à cause de lui. Congo Libon. Donc, c'est comme ça que, bon, finalement, donc j'essayais de ne pas penser à mon arrivée à Marseille. J'essayais de rester détendu, en fait. Donc, la nuit passe. Et, parce que 12 heures, c'est quand même... ça veut dire qu'on a passé l'après-midi dans le bateau. L'après-midi, la nuit. Et on a dormi. Vers 7 heures, quand j'entends l'un des stewards dit que bonjour, nous sommes arrivés à Marseille. J'ai cru que mon cœur allait tomber dans mon ventre, quoi. Il dit que nous y sommes. Voilà. Je ne vais pas fuir ça jusqu'à... Il faut affronter la situation. Donc, il fallait que je me prépare psychologiquement pour débarquer. Attention, N28 travaux. Ok. Donc, au finish, on est bien arrivé à Marseille, mais il faut tourner un peu en rond. Hein.
Donc on a un peu tourné au large, le temps qu'on nous débarque. Voilà, parce que bon, le temps que le port, enfin, le temps qu'il y ait des passerelles disponibles. Et voilà, on sort du bateau. Et je me rends compte qu'il y avait, c'était toute une famille, c'était toute une ville. Il y avait au moins 600 personnes. La chaîne. Me voilà, les dents qui claquent. Mais après, je me dis, il faut, Bertrand, ressaisis-toi. Et il fallait, bon, et puis je parlais déjà comme je parle maintenant, hein, et puis ma façon de m'exprimer aussi m'aidait, parce que j'ai créé la parole, bonjour, c'est la première fois en France, alors que j'ai peur jusqu'à, je demande au passé, c'est la première fois en France, alors que moi aussi c'est ma première fois. C'est votre première fois ici, madame? Aïe! Alors que moi je suis en train de voyager avec un faux passeport. Et Auguste me regarde. Non, pas Auguste. Le copain qui m'accompagnait était dans son rang. Moi aussi. Parce qu'il ne voulait pas que ça crie, qu'il soit lui mêlé. Que je dise que Auguste, non, il voulait vraiment rester dans son coin là-bas et observer de loin. Bon, de toute façon, lui, il avait un passeport diplomatique. Hein. Donc, et quand j'arrive au comptoir, au guichet, le monsieur, très gentil, bonjour monsieur. Ah, bonjour. Bienvenue en France. Ah, maman, j'ai répondu, ben, je vous en prie, dis. Et en disant bienvenue en France, le cachet là sonnait comme ça, grac. À l'époque, c'était des gros cachets là qui résonnaient beaucoup là. Et il me remet le document. Entre-temps, Brice, mon accompagnateur aussi, avait déjà fini, sorti de la zone du contrôle. Et on s'est donc retrouvés. Et c'est comme ça, je suis rentré, je lui ai remis dans le document. C'était le deal. Voilà, donc j'ai donc remis le document de Auguste. Et notre ville, allez, chacun pouvait prendre son chemin. Mais il a décidé de venir dans le nord, de continuer le voyage en Europe. Et voilà, donc on a un peu traîné dans Marseille. Et le soir, on a pris le TGV pour Paris. Voilà, de toute façon, tout simplement comme ça. Donc, et comme j'ai dit, si j'avais suivi mon instinct, si j'étais mort dans le désert par exemple, pas dans le désert, si j'étais mort dans le Rif, je devrais dire que je voulais suivre comme les autres. Je voulais faire comme les autres. Alors qu'en réalité, si je devais aller en aventure, c'est que je ne devais pas travailler en Algérie. J'ai travaillé en Algérie, j'ai fait la pâtisserie et j'ai vraiment pris la route quand tout le monde disait que oui, il faut prendre la route. Mais sinon, c'était pas mon truc. Et la façon, et beaucoup, qui est rentré en Europe comme ça, après moi? Parce que je vois pas qui a Boza comme ça. Depuis l'époque là. Oui, parce que quand je suis arrivé en Europe, les gens n'en revenaient pas. Les gens disaient que quoi? Ben oui, quand je suis rentré, c'était une première. Quand je suis rentré ici, les gens n'en revenaient pas. On a même pensé qu'on m'avait expulsé. Heureusement que Brice m'avait accompagné et qu'il m'avait vu. Bon, Brice m'a laissé à cette époque-là, ici à Bruxelles. Mais sauf que j'ai continué mon voyage vers la Hollande. Hein. Je ne suis pas resté là, bien sûr. Je suis resté 3 mois à Bruxelles cette année-là. Je suis reparti vivre... C'est la Hollande qui m'intéressait. Donc je voulais aller vivre en Hollande. Donc j'ai suivi... Mais aussi, je ne voulais plus trop voir les Nkassa. Parce que quand je suis arrivé à Alger, j'avais l'impression d'être toujours chez les Nkassa. Je voulais vraiment autre chose. Wow. Bref. Là, il y a de la place aujourd'hui. Beaumaillé, je savais. La team de... Beaucoup de teams... La team de telle heure est partie. Mais l'Algérie, quand même, j'ai des souvenirs quand même parfois. Mais le fait est sucré quand tu as le temps. Et comme j'ai toujours dit, si vous ne frappez pas au bout de... Si vous êtes homme d'affaires et qu'au bout de, par exemple, 2 mois, vous ne frappez pas, oubliez, dis donc.
c'est qu'on va dire que c'est le exé. Parce que d'autres fêtards passent leur temps à exé leur propre ami. Que oui, donne-moi ça, c'est pour faire le exé. Et vous lui donnez. Toujours en espérant qu'un jour il va frapper et vous aider. Voilà. Alors que finalement, et un jour vous vous rendez compte que non. Il ne va jamais frapper. Donc je vais trouver une autre place. Vous vous rendez compte que non, il ne va jamais frapper parce qu'en fait, et quand on frappe, c'est tous les 4 semaines. Bah oui. Et ce n'est pas à tout moment, hein. C'est à un certain moment de votre vie. Par exemple, quand vous êtes jeune, vous avez le nton. Parce que quand moi j'ai commencé le fait là, le nton que j'avais à l'époque là, putain. Mais ça n'a pas duré. Après, je suis parti. Donc et puis j'ai fait ça pour des raisons évidentes. Parce que on m'avait condamné injustement. Donc j'ai très mal vécu ça. Vous comprenez? J'ai très mal vécu ça. Donc du coup, moi je ne regrette pas, hein. J'ai payé les gens ont mis le mboma chez moi et on dit que c'est mon mboma, que c'est moi qui ai déposé. Hein, ils ont sorti le jour là derrière le four des gros paquets de mboma comme ça. Ouais, bon, pour ceux qui font le fait, vous comprenez ce qu'on appelle mboma. Sauf que je n'étais pour rien. Je n'avais jamais, même moi j'étais étonné de voir tout ça là. Donc c'est quand je rentre maintenant, quand je sors, quand je reviens à Alger maintenant, que je dis que ok, allons-y. Et je le fais. Et quand je sonne, je pars. Voilà. Bon. Bah oui. Hein? Quand cette fiancée-là me trouve un mougou. Et la fiancée-là, justement, je suis parti en l'abandonnant. Donc, Linda qui m'avait trouvé le mougou, le jour que je frappe, je vais chez elle pour lui remettre les dos. Elle m'avait quitté pour un autre fêtard. Et on vivait à Didouche Mourad, un bel appartement, bon, un beau standing, quoi. Mais comme mes dos étaient un peu bolés, elle m'a donc laissé tomber pour aller donc vivre avec ce jeune homme-là, à Didouche Mourad, à Deli Ibrahim, au ghetto. J'arrive, j'ai dit, donc tu m'as laissé tomber pour venir vivre dans une poubelle comme ça. Regarde où tu vis. Un peu, vous me connaissez un peu mon côté, un peu... Elle a commencé à faire des problèmes. Donc, comme elle était bassa, elle pensait que les bassas allaient se mêler. Donc, dès que c'est tous les bassas sont sortis, parce qu'elle parlait qu'en bassa, dès qu'on me voyait, ah, Bertrand, Kamga et Linda, on n'entre pas dedans. Kamga et Linda, on n'entre pas dedans. Au finish, elle a crié, et l'argent que j'avais ramené pour elle, j'avais prévu l'équivalence de 3 bâtons dans une liasse, comme ça, que j'avais emballé avec du cellophane. C'était pour elle, parce que le mougou, c'est elle qui avait trouvé le mougou à l'hôpital quand elle était malade, quand elle était internée. Donc ça a fait que moi je pars avec mes dos. Et quand elle a appris que j'avais les dos, et c'est le lendemain qu'elle apprend qu'en fait, je venais comme ça lui remettre l'argent. Et que quoi? J'étais déjà dans le bateau depuis au moins 10 heures de temps, en train de partir à Marseille. Ben, Linda, j'espère que tu m'as retrouvé, qu'un jour on va se revoir. Hein. Qu'est-ce que tu deviens même? Si tu as envie, bien sûr, parce que les gens meurent, les gens sont morts. Hein. Bref, allez, à plus tard, rendez-vous à minuit. Hein. Ben, je sais pas, j'aime pas trop parler de moi comme ça, vous savez, mais parfois j'ai envie de raconter cette histoire, parce que c'est une histoire vécue, et puis, et on vit toujours, et ces personnes-là sont toujours là, hein, d'accord? Donc on ne peut pas oublier son passé ou encore une histoire qu'on a vécue. Allez, sur ce, bonne fin d'après-midi. Quant à moi, je vais pointer.